Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 5 de Podcassette qui aura pour thème Bergson et le rêve. Et peut-être vous rappelez-vous, nous avons brièvement parlé de Bergson dans l'épisode 3 sur Sénèque et le temps. Une présentation rapide de ce personnage. Bergson est un philosophe français né en 1859 à Paris, ville où il va mourir en janvier 1941. Et au cours de sa vie, il gagnera des prix de mathématiques, occupera le poste d'enseignant, sera élu à l'Académie française et obtiendra même le prix Nobel de littérature en 1927 et recevra la Grand Croix de la Légion d'honneur. Laurel Malka disait à propos de Bergson qu'il rêvait d'une philosophie immédiate, qui éveille l'esprit comme un morceau de musique, pour voir le réel, sentir le mouvement du monde. On va donc se pencher sur ce qu'il a proposé sur le rêve. D'ailleurs, saviez-vous que l'on rêve environ 100 minutes par nuit et que les femmes font des rêves généralement plus désagréables que les hommes ? Si l'on tente de définir ce mot, le Larousse nous propose de manière assez simple deux définitions. La première, la production psychique survenant pendant le sommeil et pouvant être partiellement mémorisée. Et la seconde, un désir, projet plus ou moins réalisable. En ce qui concerne cette deuxième définition, qui n'a jamais entendu cette citation célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry « Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité ». Mais partons déjà du mot rêve, qui est un déverbal de rêver. Au XIIe siècle, il était orthographié R-E-S-V-E-R, et cela signifiait divaguer. Intéressant de voir que de nos jours, on a repris quelque peu ce sens. En tant que prof, je pourrais être amené à dire à l'un de mes élèves « arrête de rêver ». Et notez également que le terme rêve, péjoratif, est très rare avant le XIXe siècle, et c'est Rousseau qui va lui donner un caractère plus poétique dans les rêveries du promeneur solitaire. Il faut tout de suite dissocier rêve et hallucination, ou encore rêverie, puisque tous deux sont présents à l'état éveillé. Et si vous êtes attentif, je vous en ai donné un exemple il y a quelques secondes. On ne compte plus le nombre de recherches sur le rêve. Certes, l'on sait que le rêve permet d'organiser et de mémoriser les informations que l'on a assimilées dans la journée. D'où le fait de rêver de croiser son patron, jouant au foot dans notre salon avec mamie que l'on a eue au téléphone à midi. Je tiens à préciser que cet épisode n'aura pas pour viser l'interprétation des rêves, pas de Madame Viseau ici, mais il convient de noter que de nombreux arts divinatoires, qu'ils soient d'ailleurs religieux ou non, ont tenté de décrypter les rêves, car on y voyait un caractère prémonitoire, comme les mémoires du coffret de Jade en Chine. Bien entendu, la Sainte Bible en fait mention également, et d'anciennes cultures humaines prenaient aussi le rêve comme un message de l'au-delà. En Égypte antique, par exemple, on estimait que les dieux auraient créé les songes pour délivrer des messages aux humains. Et d'ailleurs, il y a un terme qui désigne cet art divinatoire utilisant les rêves, l'oniromancie, du grec oneiros, le songe. Et certaines personnes étaient considérées comme capables de pratiquer cet art, les oniromanciens. On prêtait donc aux rêves la possibilité de s'affranchir du temps et de l'espace ordinaire, permettant ainsi l'accès au domaine du surnaturel, au divin, à la révélation. Aujourd'hui, de par le caractère rationaliste de notre temps, cela tend à disparaître. Bergson va quant à lui étudier l'activité cérébrale quand on dort. Notons d'abord que Bergson a une vision dualiste du corps et de l'esprit. Et c'est ce qu'on va voir ensemble grâce à son texte sur le rêve, publié en 1919 dans son ouvrage L'énergie spirituelle. Dès lors, où sont stockés nos souvenirs ? Peut-on les convoquer par le rêve ? Que peut-on voir quand on rêve ? A-t-on des sensations physiques ? Rêver demande-t-il des efforts ? Etc. Il faut comprendre que pour Bergson, le corps est seulement un instrument d'action. Ainsi, Bergson va prendre l'origine du rêve comme une manifestation des perceptions auxquelles notre conscience n'a pas prêté suffisamment attention car ces dernières n'entraient pas dans la sphère de cette action. Ainsi, il estime que le moi qui rêve est un moi distrait, qui se détend. Les souvenirs qui s'harmonisent le mieux avec lui sont les souvenirs de distraction qui ne portent pas la marque de l'effort. Et dans l'énergie spirituelle, Bergson dit « Je m'écoute parler et j'entends qu'on me répond. Pourtant je suis seul et je ne dis rien. D'où vient l'illusion ? Pourquoi perçoit-on, comme si elles étaient réellement présentes, des personnes et des choses ?» On a donc l'impression que Bergson va définir le rêve comme une pure illusion. Mais c'est bien plus subtil que ça. Si l'on tente de poser une base à la perception, on peut se demander ce qui se passe quand on ferme les yeux. Au départ, on perçoit un fond noir, donc rien. Toutefois, si l'on est attentif, on remarque rapidement une sorte de poussière lumineuse, qu'on appelle des phosphènes. Il existe donc un fond visuel duquel Bergson dit qu'il fournit, sans aucun doute, l'étoffe où nous taillons beaucoup de nos rêves. Le rêve va se construire sur des perceptions lumineuses et il estime en ce sens qu'une lumière qui s'allume lorsque l'on dort pourrait nous conduire par exemple à rêver d'un incendie. À cela, Bergson ajoute l'existence des sensations auditives intérieures, comme des bourdonnements ou des sifflements. Et d'ailleurs, nous savons maintenant que nous continuons par ailleurs d'entendre des bruits extérieurs, même lorsque l'on dort, et puisqu'on les perçoit, ils vont être partie constructrice du rêve. Toutefois, j'aimerais signaler que Bergson établit une prédominance du visuel sur l'auditif. Je cite, « Les sensations visuelles prédominent. Souvent même, nous ne faisons que voir alors que nous croyons également entendre. » Et pour la petite information, cela n'empêche pourtant pas les aveugles de rêver.
Nous avons vu que les rêves se fondent donc sur des perceptions visuelles et sonores, mais Bergson y ajoute encore les perceptions tactiles. Le toucher, le contact sont donc bel et bien des éléments au rêve. Il dit que, imprégnant de son influence les images qui occupent à ce moment le champ visuel, la sensation tactile pourra en modifier la forme et la signification. Et Bergson explique par exemple. Supposons que se fasse sentir le contact du corps avec la chemise. Le dormeur se rappellera qu'il est vêtu légèrement. Et si justement il croyait se promener dans la rue, c'est dans ce très simple appareil qu'il s'offrira au regard des passants. Il y a donc chez Bergson une vision très matérialiste et concrète. Il conclut en disant que dans le sommeil naturel, nos sens ne sont nullement fermés aux impressions extérieures. Sans doute, ils n'ont plus la même précision, mais en revanche, il retrouve beaucoup d'impressions subjectives qui passaient inaperçues pendant la veille. Et il poursuit en ce sens. Ce n'en est pas moins avec de la sensation réelle que nous fabriquons du rêve. Bergson estime ainsi que le rêve a pour matière nos perceptions, qui ne vont pas s'éteindre pendant que l'on dort. Par conséquent, ce n'est pas une pure illusion, comme on aurait pu le croire avant cet énoncé. Très bien, vous allez me dire. Mais cela semble incomplet, car alors, puisque toutes ces perceptions sont très vagues, comment va-t-on pouvoir fabriquer ce rêve? De quelle manière va-t-il prendre forme? Eh bien, c'est à ce moment qu'entrent en jeu nos souvenirs. Ce sont eux qui vont donner la forme aux perceptions que l'on a abordées précédemment. Bergson stipule que lorsque nous sommes en état de veille, avec la vie consciente, les souvenirs qui sont présents sont ceux qui sont liés à nos intérêts présents, ceux qui sont utiles à notre action. Souvenez-vous, pour Bergson, le corps est lié à l'action. Pour donner un exemple très simple, si je veux faire une bonne sauce tomate, les souvenirs activés sont ceux qui me rappellent les ingrédients, le savoir-faire, la cuisson, etc. Mais Bergson estime que ces souvenirs ne sont qu'une infime partie de tous les souvenirs. Et pour lui, tout le passé est là, mais nous n'en sommes simplement pas conscients. Car il faut sélectionner certains souvenirs pour agir, pour être dans l'action. Mais quand on dort, c'est différent. C'est justement à ce moment-là que ces souvenirs laissés de côté peuvent s'activer. Et Bergson dit « Lorsque je m'endors, ces souvenirs ne sont plus maintenus de côté. Ils se mettent alors en mouvement. Les souvenirs, qui alors prendront forme dans mon esprit de rêveur, sont ceux qui sont le plus en rapport avec les perceptions du rêveur. » Ainsi, ces souvenirs fantômes, mis de côté pendant l'état de veille, sont libérés par l'assoupissement. À nouveau, vous allez me dire, mais si Bergson dit que le rêve se forme de manière identique, éveillé ou endormi, c'est-à-dire en activant des souvenirs, et puisque dans les deux cas, on continue de percevoir et de raisonner, qu'est-ce qui différencie alors ces deux états? Eh bien, c'est assez simple. C'est ce que l'on pourrait appeler l'effort de concentration. Car consciemment ou non, lorsque nous sommes éveillés, nous devons sélectionner les souvenirs utiles à la vie présente. Il y a un effort tant pour la mémoire que lors de la perception. Pour résumer, le rêveur va se détendre, tandis que l'éveillé va constamment être dans l'effort. Le rêveur n'est plus dans la préoccupation de la vie présente et va donc se détacher, se désintéresser de l'action. Il y a donc tension chez l'éveillé et détente chez le rêveur. Bergson définit donc le rêve comme la vie mentale tout entière, moins l'effort de concentration. Et Bergson donne un autre exemple. Pour qu'un aboiement de chien décroche dans notre mémoire en passant le souvenir d'un grondement d'assemblée, nous n'avons rien à faire. Mais pour qu'il y aille rejoindre de préférence à tous les autres souvenirs le souvenir d'un aboiement de chien, et pour qu'il puisse dès lors être interprété, c'est-à-dire effectivement perçu comme un aboiement, il faut un effort positif. Et c'est pour cette même raison que nous allons avoir cette instabilité dans nos rêves, parce que nous ne pouvons pas faire un ajustement exact entre nos sensations et nos souvenirs. Et Bergson termine cette publication par ces mots. Nous ne savons presque rien de ce sommeil profond. Les rêves qui le remplissent sont en général des rêves que nous oublions. Quelquefois, cependant, nous en retrouvons quelque chose. Et alors c'est un sentiment tout spécial, étrange, intraduisible que nous éprouvons. Il nous semble que nous revenons de très loin dans l'espace et très loin dans le temps. Et Bergson conclut ainsi. Explorer les plus secrètes profondeurs de l'inconscient, travailler dans ce que j'appelais tout à l'heure le sous-sol de la conscience, voilà quelle sera la tâche principale de la psychologie dans le siècle qui s'ouvre. Je vous dis à très bientôt pour l'épisode 6 et vous laisse avec cette citation de Jean Cocteau « L'homme ne disparaîtra pas tant qu'il saura rêver ». Bien à vous.